Bonjour à tous. Au fil du temps, notre agriculture a bien changé. Agriculture intensive, sériculture, feedlots, comme sur cette image. Il y a clairement des dérives. Cette vidéo explique l'évolution de l'agriculture et les mouvements qui essayent de s'opposer aux dérives de l'agriculture intensive. L'agroécologie fait partie de ces mouvements. Ceci correspond aux attendus des savoirs en géographie pour le certificat du tronc commun au terme de la 3e année secondaire. Voici la même surface agricole à deux époques différentes. Nous sommes en Hesbaye, en Belgique. On y observe une augmentation importante de la taille des parcelles. La taille a augmenté suite à un remembrement des surfaces agricoles. En fait, pour faciliter l'exploitation des terres, les parcelles ont été redistribuées dans les années 1970. En même temps, le nombre d'exploitations agricoles a terriblement diminué, 70% sur les 40 dernières années. Cette transformation du paysage a favorisé l'érosion du sol. La couche supérieure se dégrade et même s'en va à cause des pluies, des vents. L'eau ne filtre plus facilement dans le sol. Cela entraîne également d'importantes coulées de boue qui peuvent aussi affecter l'habitat local. Cette érosion est aussi accélérée par la disparition des haies et bocages, ces petits amas d'arbres que vous voyez ici, qui sont susceptibles de protéger justement contre l'érosion. En plus, tout cela entraîne une perte en biodiversité végétale et animale, car les animaux n'ont plus accès à un habitat naturel que constituent les haies et les bocages. Et puis, cette érosion et cette perte de biodiversité sont encore accentuées par le principe de la monoculture, où on cultive toujours la même chose au même endroit sur de grandes parcelles. La monoculture est malheureusement motivée par des besoins de rentabilité immédiate, sans aucune vision durable, car en plus, le sol s'appauvrit. C'est la raison pour laquelle on commence à aborder l'agriculture, notamment dans nos régions, de façon plus écologique et durable. L'agroécologie est un mouvement qui est plus respectueux de l'environnement tout en restant rentable et qui joue sur les interactions existantes naturellement entre les vivants. C'est une démarche durable, il faut le souligner, et qui, dans bien des cas, est porteuse d'emploi et de développement humain. Dans sa démarche, l'agroécologie vise aussi à éviter l'érosion et l'appauvrissement des sols et évite aussi un usage intensif des engrais chimiques et des pesticides. En pratique, on couvre les sols en permanence avec des plantes vivantes ou mortes et on évite ainsi le dessèchement du sol, ce qui permet la vie des organismes présents en terre comme les lombrics, les champignons et les bactéries, et ce qui fertilise le sol et évite la nécessité d'engrais chimiques. Puis, on place des éléments naturels aux abords des parcelles, comme ici des bandes fleuries, mais aussi des haies. Ceci permet l'hébergement d'une certaine faune, par exemple des pollinisateurs, mais aussi, par exemple aussi, certains oiseaux qui sont des prédateurs des ennemis des cultures. On pratique également la culture associée, car certaines espèces végétales protègent d'autres ou permettent de les nourrir en se décomposant. Et enfin, on revient à la problématique de l'érosion des sols et de la biodiversité, on privilégie des parcelles plus petites et variées. Ce mouvement vient à contre-courant d'une évolution de l'agriculture vers son industrialisation. Clairement, on s'inquiète de l'état des sols dans le monde. Le responsable, l'agriculture intensive faite dans un souci de rentabilité. On peut observer sur cette carte du FAO des zones où la terre se dégrade. Continuer à déforester pour acquérir de nouvelles terres cultivables n'est pas non plus une solution. En Europe, cette situation de 2015 montre en gros une stabilité de l'état du sol, c'est bien. Mais certaines zones comme en Inde, en Amérique du Sud ou Afrique du Sud peuvent inquiéter. Les sols commencent à souffrir d'érosion, de sécheresse et même de salinité, c'est-à-dire trop de sel dans la terre. Et ils n'ont plus d'humus et donc ne contiennent plus de micro-organismes ou très peu. On peut pointer du doigt le labour intensif, facilité par le machinisme agricole. Le labour entraîne une érosion plus facile du sol et une évaporation plus rapide de l'eau, entraînant elle-même une sécheresse. La salinité est aussi une conséquence de l'usage d'engrais chimiques et d'amendements. Et les pesticides, eux, entraînent une pollution des éventuelles nappes d'eau souterraines, mais aussi une perte de biodiversité. La culture sous serre ou sériculture s'intensifie aussi. Il y a des avantages, mais aussi des dérives.
Vous voyez ici une vue satellite du sud-est de l'Espagne. Tout ce que vous voyez en blanc sont des serres. Vous voyez des toiles blanches plastiques. On parle d'une surface de 40 000 hectares au pied des montagnes. Ces serres sont spécialisées dans la culture des légumes d'hiver destinés à toute l'Europe, comme les tomates, sans goût d'ailleurs, puis aussi des poivrons, des courgettes et des fraises à des prix imbattables. On parle d'ailleurs d'Almeria, comme étant le potager industriel d'hiver de l'Europe. Mais à quel prix humain et environnemental? Qui dit légumes dit besoin en eau. Eh bien, les ressources s'épuisent à cet endroit. Ils vont chercher l'eau de plus en plus bas dans le sol jusqu'à creuser des puits à plus de 800 mètres de profondeur. En même temps, ces eaux souterraines sont polluées à cause des pesticides utilisés. Maintenant, on a même construit une usine de dessalement de l'eau de mer pour subvenir aux besoins de cette culture. Vous l'aurez compris, ici aussi les sols s'appauvrissent, il n'y a plus de biodiversité, on ne cultive même plus à même la terre puisque les plantes poussent dans des sacs contenant des nutriments artificiels. Sans parler de l'exploitation humaine, puisqu'un sans-papier se contentera d'un salaire de 30 € par jour. Toujours pire, des serres en fin de vie se trouvent à l'abandon et de temps à autre des torrents de boue emportent tout sur leur passage, les plastiques usagés, les bidons, ainsi de suite. Les couvertures plastiques des serres finissent donc par polluer l'environnement. Pourtant, la culture sous serre a des avantages, comme par exemple protéger les cultures contre certaines maladies. Mais même si cette culture intensive répond à une certaine demande, quoique pourquoi vouloir consommer des courgettes en plein hiver? Il faut toujours en évaluer les effets environnementaux, on a tendance à l'oublier. Voici une autre dérive de l'agriculture moderne. Les parcs d'engraissement, ou appelés aussi feedlots. En 2018, on comptait quelque 1,6 milliard de bovins sur Terre, soit une augmentation de plus de 50% en 50 ans. Cela correspond à un bovin pour 5 individus, quels qu'ils soient sur Terre, adultes ou enfants. En Belgique, nous ne sommes pas les plus grands consommateurs, mais cela fait quand même quelques 10,8 kg de bœuf par an, par habitant, ou plus de 200 grammes par semaine. Et puis, on ne mange pas que de la viande de bœuf, car si on devait faire le total des sortes de viande que l'on mange, cela ferait 64 kg par an par habitant, ou plus de 1,2 kg par semaine. Ce sont des chiffres 2021. Pas mal, n'est-ce pas? Plus on consomme, plus on produit. Les feedlots ne font que répondre à une demande mondiale. Et cette demande est provoquée, entre autres, par les grandes multinationales de fast-food. Je n'ai pas dit que la Belgique nécessairement se fournissait aux USA. Mais à nouveau, les raisons de la rentabilité et l'appât du gain poussent notre genre à la dérive. Des milliers de jeunes bovins arrivent tous les jours dans le ranch. À peine arrivés, ils sont vaccinés et on leur injecte des antibiotiques et des hormones de croissance. Ainsi, 18 mois plus tard, ils auront doublé leur masse, 2 fois plus vite que de normal. Et le propriétaire s'en frotte les mains. On les engraisse avec du maïs, ce n'est pas leur aliment habituel, mais on les y habitue. 18 mois plus tard, ils sont prêts pour l'abattoir. Leur viande est d'ailleurs plus grasse par rapport aux bovins alimentés naturellement dans les pâturages. Et en plus, à cause du maïs, le type de graisse qu'on retrouve dans la viande est moins bonne pour la santé. Cette alimentation accentue l'émission de méthane due à la rumination. Et le méthane est un gaz à effet de serre, 20 fois plus important que le CO2. Voyez d'ailleurs sur cette carte en rose les foyers d'émissions de méthane. Il n'y a pas que les USA, il y a aussi le Brésil, l'Argentine, la Chine et l'Australie, où il y a également des feedlots. L'hyperproduction de viande ne concerne pas que les bovins, il y a également l'augmentation de l'élevage dit intensif, des moutons, des porcs, de la volaille, etc. Il y a donc un problème d'éthique environnementale, à savoir des problèmes de déforestation, puisqu'on déforeste et cultive intensivement pour nourrir les bêtes, puis des problèmes de ressources en eau qui s'épuisent, de pollution et de réchauffement climatique. Mais aussi d'éthique animale. Que fait-on du bien-être animal? Puis des problèmes de santé publique, puisqu'il est prouvé que l'hyperconsommation de viande provoque des maladies cardiovasculaires et des cancers. On ne fait au final que scier la branche sur laquelle on se trouve. Cependant, en plus que l'agroécologie, il existe aussi d'autres actions positives. Déjà pensées au XIXe siècle et mis en œuvre dès 1935,
un concept a été créé par les Britanniques pour contrôler la croissance des villes, tout en retirant des bénéfices au niveau environnemental, mais pas que. Ces zones vertes maintenues sont par exemple consacrées à l'agriculture, aux forêts et aux loisirs. Sur cette carte, elles ont été mises en évidence par un marquage vert. Voyez aussi cette ceinture verte autour de Ottawa, au Canada. Cette ceinture de verdure est destinée à protéger des aires naturelles pour soutenir la biodiversité. Il y a des forêts, des zones humides, des ruisseaux et des dunes. On peut y effectuer des randonnées par exemple. Le concept a donc différents bénéfices. Le premier étant de limiter l'étalement urbain et d'inciter à ce que toute reconstruction soit faite dans l'enclave urbaine existante sans déborder sur les espaces verts extérieurs. Ensuite, permettre une agriculture de proximité, par exemple des cultures maraîchères, des fruits, des légumes, afin qu'ils puissent directement profiter aux citadins et on favorise ainsi le circuit court. Puis disposer d'espaces proches de la ville pour les loisirs et le tourisme, la marche, le vélo ou d'autres sports et activités de plein air de la nature. Puis protéger l'environnement, le paysage, les cours d'eau, les forêts, ainsi de suite. Mais aussi favoriser la biodiversité nécessaire à l'agriculture locale et à la protection naturelle de l'environnement. Arrivant à la fin de cette vidéo, on peut conclure que l'urbanisation et l'agriculture intensive ne font pas bon ménage avec l'environnement et notre planète. Cependant, des initiatives existent comme ce concept de la ceinture verte, comme l'agriculture de proximité et aussi l'agroécologie. Dommage que cela reste pour l'essentiel des initiatives et que ces dernières ne s'opposent pas encore suffisamment aux dérives mondiales de l'agriculture. Pourtant, de nombreux groupements citoyens s'engagent à changer les choses, comme ces deux très connus. Et toi, es-tu prêt à t'engager dans ce changement? Voilà, cette leçon est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.